Mesdames, Messieurs, chers étudiants, je tiens en premier lieu à vous remercier pour l'intérêt que vous portez au Master de droit international et de droit européen de l'Université de Lille que j'ai le plaisir de piloter. À ce titre, je vous propose de présenter les grandes caractéristiques de ce Master DID de manière à permettre ensuite à mes collègues responsables des trois parcours de ce Master de compléter mon propos liminaire. À cet égard, j'en profite immédiatement pour souligner que le Master DID repose sur une équipe pédagogique travaillant en étroite collaboration. Et c'est pour tout dire, pour moi, un enchantement sans cesse renouvelé d'œuvrer aux côtés des professeurs Bernard, Bossillon, Béda-Sayar, Girard et Meunier. Ensemble, nous avons conçu un master répondant à deux objectifs fondamentaux qui se traduisent très concrètement dans la maquette et l'organisation de la formation. Le premier objectif poursuivi est d'offrir une formation en droit international et européen à la fois générale et spécialisée, relevant non seulement du droit public, mais aussi du droit privé. Le second objectif est de proposer une formation résolument académique, mais en lien avec les réalités du monde professionnel. Avant de revenir rapidement sur chacun de ces objectifs, je vous propose de vous présenter la structure de la formation en recourant à un schéma. Le Master DID repose en première année en grande partie sur ce qui est communément appelé un tronc commun. Pour autant, étant donné que la sélection est désormais opérée à l'entrée du Master 1, nous avons finalement décidé, dans une optique de sécurisation des vœux des étudiants quant à leur parcours, de mettre en place, dès la première année de Master, les trois parcours. Le parcours droit de l'Union européenne, le parcours justice pénale internationale et le parcours droit de la mer et risques maritimes. Mais malgré cette structure dite tubulaire dans le jargon universitaire, comportant donc trois parcours dès la première année, la spécialisation demeure progressive, comme en atteste la subsistance donc d'un significatif tronc commun se rétractant au fur et à mesure de la formation, au bénéfice par conséquent des enseignements liés, spécialisés et liés au parcours choisi. Le tronc commun répond à notre volonté de proposer une formation panoramique de droit international et européen, car nous avons la conviction qu'il convient en master à la fois de consolider et d'approfondir la formation générale dans ces deux disciplines jumelles que sont le droit international et le droit européen. Cette formation générale vous permettra de disposer d'une grande polyvalence, ce qui constitue naturellement un atout du point de vue de l'insertion professionnelle et de la gestion de votre parcours professionnel. Cet objectif de renforcement de votre formation générale est plus particulièrement poursuivi en Master 1, puisque ce dernier porte non seulement sur le droit international et européen, mais aussi sur les enjeux tant de droit public que de droit privé au plan européen et international. C'est l'une des grandes caractéristiques de notre formation qui vous permet d'appréhender l'ensemble des problématiques transnationales complexes d'un monde globalisé au moyen tant du droit international public et privé que du droit de l'intégration européenne. Notre master est donc ouvert aux publicistes comme aux privatistes souhaitant rejoindre des structures publiques, privées ou encore exercer une fonction libérale. Le master est par ailleurs parfaitement indiqué pour ceux et celles qui nourrissent le projet de poursuivre en doctorat en vue d'embrasser une carrière académique. Outre cette solide formation générale, le master offre une spécialisation progressive dès la première année dans les domaines porteurs du droit international et européen, et ce en fonction des affinités, en fonction du projet professionnel. Au premier semestre comme au second, indépendamment du parcours auquel ils appartiennent, droit de l'Union, mer ou justice pénale internationale, les étudiants peuvent ainsi piocher dans plusieurs cours à option de droit européen ou de droit international et choisir librement leur matière ATD. Au second semestre, en revanche, la spécialisation s'accentue avec les majeurs. Correspondant au parcours d'appartenance, elles imposent logiquement deux parcours assortis de TD en lien avec le centre, cours assortis de TD en lien avec le centre de gravité du parcours. Le second objectif
poursuivi est d'offrir une formation académique en lien avec le monde professionnel. Les cours fondamentaux sont ainsi assurés par des professeurs des universités et des maîtres de conférences spécialisés et reconnus dans leur domaine de spécialité. Mais nous avons également tenu à nous adjoindre les services de praticiens de haut niveau qui complètent utilement notre appréhension académique des problématiques. C'est particulièrement le cas en Master 2 et je laisserai les collègues en dire plus à ce sujet. Par ailleurs, toujours dans une optique d'adaptation de la formation aux réalités du monde professionnel, nous avons veillé à accorder une place importante dans le Master à la pratique des langues. C'est la raison pour laquelle, dès le Master 1, plusieurs cours sont proposés en langue anglaise, en plus des TD de langue vivante, qui sont d'ailleurs eux-mêmes des enseignements de langue appliqués au droit international et au droit européen. Après cette présentation des objectifs généraux poursuivis par la formation et de sa structure, je vous propose d'approfondir avec la présentation des 3 parcours de master, en particulier de Master 2. Je cède à cet effet immédiatement la parole à Madame Bernard, qui est responsable du parcours droit de l'Union européenne et qui dispose à cet égard d'une reconnaissance européenne, puisqu'elle a obtenu de la Commission européenne une chaire Jean Monnet. Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour à ceux que j'ai déjà eus en cours ce matin, les vaillants qui se sont levés pour le cours d'ordre juridique de l'Union européenne. Alors, comme le professeur Poteau vous l'a indiqué, je vais vous présenter le Master 2 droit de l'Union européenne, qui est un parcours nouveau puisqu'il n'a été ouvert sous sa forme actuelle que cette année. Auparavant, le Master 2 droit de l'Union européenne relevait du Master droit public. Aujourd'hui, dans le cadre du Master DID, il ne relève plus uniquement du droit public, donc, mais il s'inscrit au contraire au carrefour du droit public et du droit privé. Alors, j'aurais voulu vous montrer la liste des enseignants et des enseignements. Si je peux partager mon écran, mais apparemment, ça n'est pas le cas. Je pense, là encore, que, Aymeric, ça dépend de toi. Écoute, je vais peut-être poursuivre et puis si tu arrives à me permettre de partager mon écran à un moment, je montrerai la liste des enseignements et des enseignants que vous retrouvez également sur le site de la chaire Jean Monnet. C'est fait, tu peux le partager. D'accord, parfait. Voilà, donc vous avez là le site de la chaire Jean Monnet dont a parlé Aymeric tout à l'heure, le professeur Poteau, et vous avez également la liste des enseignements et des enseignants, et donc vous voyez les blocs de matières qui sont enseignés dans le cadre de ce Master 2 droit de l'Union européenne, sur l'ordre juridique de l'Union européenne, en droit européen des affaires et sur les politiques et actions européennes également. Et puis, vous avez également la liste des intervenants de cette année. Vous voyez qu'il s'agit à la fois de professeurs, de maîtres de conférences en droit public et également en droit privé. Ce que vous constaterez également, c'est que nous avons des cours en anglais et en français. Cette année, 5 séminaires sur 13 étaient assurés en anglais. Ce qui ne veut pas dire, comme l'a indiqué le professeur Poteau, qu'il soit nécessaire d'être bilingue pour intégrer la formation, loin de là, mais simplement que dans le cadre de cette formation, nous souhaitons préparer au mieux les étudiants au marché du travail européen, et c'est un marché qui implique bien évidemment une bonne maîtrise de l'anglais, et cette maîtrise sera acquise donc progressivement pour certains en suivant ces séminaires. Vous pourrez également constater que ces séminaires sont assurés à la fois par des universitaires et par des professionnels. Alors, il s'agit là d'une spécificité du Master 2 droit de l'Union européenne de Lille par rapport à d'autres Master 2 droit de l'Union européenne qui existent en France. L'idée étant de vraiment profiter de la proximité géographique de Bruxelles et d'un réseau au sein des institutions européennes pour favoriser les rencontres, les échanges entre les étudiants et les professionnels,
et ce de deux manières. Alors, la première manière, c'est bien sûr de faire venir les professionnels à Lille, soit pour des conférences, soit pour dispenser des séminaires, ce qui nous permet d'avoir des acteurs, des experts, les meilleurs spécialistes de certaines questions pour dispenser des cours dans certains domaines. Alors, je vous mets par exemple à l'écran le cours de droit européen de la sécurité et de la défense. Alors, j'apparais dans ce cours, mais simplement parce que je fais une introduction à ce cours, mais ensuite, c'est un cours qui est assuré par deux fonctionnaires européens qui sont membres pour l'un de l'Agence européenne de la défense et l'autre de la Commission européenne qui travaille au sein de la DG Défi sur les questions de défense et d'espace. Donc là, vous avez vraiment voilà, les meilleurs experts sur ces questions-là pour bien sûr partager avec vous leur expérience pratique de ce domaine sensible et complexe. Bien évidemment. Et puis, la deuxième manière de permettre ces rencontres entre les étudiants de la promotion du Master 2 droit de l'Union européenne et les professionnels, eh bien, c'est d'amener les étudiants dans les institutions européennes. Donc, il y a chaque année un voyage qui est prévu à Bruxelles et à Luxembourg pour aller également assister à une plaidoirie à la Cour de justice de l'Union européenne. Et grâce à la chaire Jean Monnet, eh bien, ce voyage pour encore 2 années est financé par la chaire. Donc, c'est tout de même une grande chance. Ces échanges entre les étudiants et les professionnels vont encore être accrus à la rentrée 2021, puisque le Master 2 droit de l'Union européenne vient d'être sélectionné pour intégrer un nouveau programme gradué de l'Université de Lille. C'est le 4e programme gradué qui est mis en place au sein de l'Université de Lille et cela a pour conséquence que tous les étudiants du Master 2 droit de l'Union européenne sont étudiants de fait de ce programme gradué et auront donc un supplément à leur diplôme, une aide à la mobilité, une aide à l'insertion dans le monde professionnel et un accès privilégié à des activités pluridisciplinaires partagées avec les autres étudiants des autres masters, des autres composantes de l'Université de Lille qui font également partie de ce programme gradué puisqu'il y a, je crois, 2 masters 2 de la faculté de droit qui en font partie, mais que les autres masters 2 sont des formations des autres composantes de l'université. L'autre particularité de cette formation, elle est liée à son calendrier. Tous les enseignements sont terminés fin janvier. L'exposé de discussion, ce qu'on appelle aussi le grand oral, a lieu en février. Et le temps qui reste doit ensuite être réservé au projet de l'étudiant. Ce projet de l'étudiant, vous l'avez à l'écran. C'est un système d'options. Vous avez le choix entre plusieurs projets. Vous pouvez également en mener plusieurs à la fois. Qu'il s'agisse de la préparation au concours de la fonction publique européenne, qui est assurée par un fonctionnaire européen, de la participation au concours de plaidoirie, notamment au concours Cassin à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un concours qui se déroule normalement à Strasbourg, donc cette année évidemment c'est un peu particulier, mais c'est un concours très prestigieux. Dans le cadre duquel l'équipe du master DID ou du master 2 droit de l'Union européenne connaît de belles réussites. Cette année, les étudiantes, alors c'est une équipe féminine cette année, c'était également le cas l'année dernière, mais les étudiantes sont en train de préparer la phase orale qui se déroulera la semaine prochaine. Elles ont réussi la phase écrite. Donc, l'année dernière, il n'y a eu qu'une phase écrite puisque la crise sanitaire a empêché la tenue de la phase orale. Mais l'équipe du Master DID est arrivée 4e sur 32 équipes nationales et internationales. Donc, voilà, nous connaissons de beaux succès et nous en sommes très fiers, bien évidemment. Il y a également la possibilité de participer à un collectif qui est le collectif Les Surligneurs. Alors, j'espère que mon partage d'écran va fonctionner. Est-ce que vous voyez bien la page des surligneurs à l'écran ? Je vais considérer que oui. Alors, ce collectif, c'est un collectif de... On ne voit pas, Elsa. Vous ne voyez pas.
Alors, il me faut, attendez, je pense arrêter le partage et peut-être le reprendre. Merci Violaine. Est-ce que c'est bon? Oui, là c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est un collectif auquel est associé le Master 2 droit de l'Union européenne. Ça a été une très belle expérience cette année, qui est un collectif de legal checking, c'est-à-dire que les membres de ce collectif surlignent les propos de politiciens sur des questions de droit lorsqu'elles ne sont pas appropriées, lorsqu'elles sont approximatives, lorsqu'elles sont fausses. Et je vous ai mis à l'écran donc un commentaire qui a été rédigé par une étudiante qui fait partie du Master 2 droit de l'Union européenne cette année. Donc, pour les étudiants que ça intéresse, c'est évidemment une très belle opportunité de publier déjà des articles à ce sujet. Et puis ensuite, il y a évidemment deux options sur le temps qui reste dans le cadre de ce Master 2 droit de l'Union européenne, soit l'option recherche pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient entreprendre une thèse de doctorat et postuler à un contrat doctoral, soit le stage, bien évidemment. Je vais dire quelques mots des stages qui sont à l'image des débouchés de ce Master 2, à savoir extrêmement divers, extrêmement variés. Alors, cette année, malgré la crise sanitaire, les étudiants ont réussi à décrocher de beaux stages. Je voulais vous donner quelques exemples. On a une étudiante qui est en stage depuis le début du mois de février, un stage de 6 mois, rémunéré bien sûr, au secrétariat général aux affaires européennes, au SGAE, donc au sein d'un ministère français, et qui, dans le cadre de ce stage, prépare la prochaine présidence française de l'Union européenne en 2022. Donc, en termes de fonds, vous imaginez, je pense, l'intérêt de ce type de mission. Nous avons plusieurs étudiants en stage de 6 mois également dans des cabinets d'avocats, alors à Paris, dans des domaines très variés. On a une étudiante qui est en droit de la concurrence, dans un cabinet d'avocats également prestigieux. On a une étudiante qui est dans un cabinet qui se consacre au droit pénal européen, voilà, pour vous montrer un peu la variété des sujets également qui peuvent être abordés. Il y a également une étudiante qui commence la semaine prochaine un stage de 6 mois au cabinet du préfet du Nord, délégué à la défense et à la sécurité. Également une étudiante qui a commencé un stage depuis quelques semaines déjà dans une organisation de producteurs de pêche pour travailler sur le développement des aires maritimes protégées, de l'éolien marin et les conséquences du Brexit sur la pêche. Et puis, on a également des étudiants qui sont actuellement en attente de réponse pour des stages au sein des institutions de l'Union européenne. Les candidatures se terminaient la semaine dernière pour la Cour de justice et pour le secrétariat général du Conseil européen. Voilà, donc des stages variés, je vous le disais, à l'instar des débouchés de ce Master 2 droit de l'Union européenne qui amène à travailler dans la fonction publique européenne, mais également dans la fonction publique nationale, soit au niveau étatique, soit au niveau des collectivités territoriales. Le barreau est également envisageable et envisagé. On a plusieurs étudiants inscrits cette année. La magistrature, juristes d'entreprise, les organisations gouvernementales et non gouvernementales dans divers domaines, le domaine de l'environnement, en matière de sécurité, de défense, en droit des affaires, en matière de justice. Voilà, je vous laisserai peut-être consulter sur ce point la maquette de la formation parce que je ne veux pas abuser du temps qui m'est donné et en tout état de cause, je me tiens bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les éventuelles questions que vous auriez au sujet de cette formation que je vous ai présentée brièvement. Je vais tout de suite laisser la parole à mes collègues Pascal Girard et Patrick Meunier, puisque je pense qu'ils vont maintenant vous présenter le Master 2 droit de la mer et risques maritimes. Je vous remercie. Voilà, l'équipe est rétablie. Bon, je vais commencer si tu veux, Patrick, et puis tu m'interromps quand tu veux, pour la présentation de cette formation, effectivement, que nous dirigeons, que nous co-dirigeons. D'abord, première remarque, je pense que le professeur Émeric Poteau a eu tout à fait raison d'insister sur la philosophie de la formation et l'alliance qu'il y a entre les préoccupations de droit public et de droit privé. Je dois dire que le master droit de la mer s'inscrit parfaitement dans cette préoccupation, non pas de façon nouvelle,
mais de façon ancienne, parce que quand il a été créé, ça fait environ 25 ans par le professeur Langavant, eh bien, ce qui a été un des objectifs de la création de ce diplôme, c'est effectivement faire quelque chose à la fois porté sur le droit public et le droit privé. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes administrateur maritime et que vous ayez un problème à régler sur le littoral ou dans un port, on vous demande pas si vous êtes spécialiste de droit public ou si vous êtes spécialiste de droit privé, ou on vous demande de régler le problème. Et donc, c'est quelque chose qui a animé le master de droit de la mer et du risque maritime depuis 25 ans, hors certains aménagements ponctuels. Alors, c'est un petit peu délicat de vous démontrer dès maintenant l'intérêt du droit de la mer et des activités maritimes en M1 et en M2. Pourquoi? Parce que, en général, au niveau de la L3, vous n'avez pas eu de contact directement avec le droit de la mer ou avec le droit des activités maritimes, ou alors de façon extrêmement marginale. Donc ça, c'est évidemment la première difficulté. Autre difficulté, c'est d'évoquer les problèmes de débouché qui vous intéressent à juste titre. Alors bon, le débouché le plus direct à l'heure actuelle est relativement conséquent, indiscutablement, c'est le problème des assurances maritimes. Alors il faut savoir que c'est le secteur privilégié de débouché. Ce n'est pas le seul secteur. Hein. Vous pouvez aller travailler dans le secteur des hydrocarbures, de l'exploitation pétrolière, dans les secteurs d'environnement, du littoral, de protection du littoral. Ça, ce sont les couloirs un petit peu directs qui sont donnés par la formation. Mais après, comme l'exprimait avec justesse le professeur Émeric Poteau, il y a des débouchés tout à fait indirects. Je vais vous donner un exemple précis. C'est un étudiant, ça fait 2 ans. Il y a un stage à Auchan, Villeneuve-d'Ascq. Vous allez me dire quel est le rapport qui s'établit entre Auchan, Villeneuve-d'Ascq et le droit de la mer. C'est très simple. Il a été faire son stage dans une direction import-export. Eh bien, comment vous me croirez si vous voudrez, mais c'est effectivement ce qui s'est passé. Quand il a présenté son mémoire en septembre, il avait, c'est rare, mais il avait un CDI. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à Auchan, il y a des approvisionnements qui se font également par le monde maritime, bien évidemment, et on a besoin de juristes qui soient compétents en la matière. Alors, ceci étant, pour le problème des enseignements, bon, effectivement, comme vous l'a présenté Émeric Poteau, le Master 1, si vous choisissez la majeure droit de la mer et des activités maritimes, on vous initie à certains problèmes qui relèvent du droit privé, avec un cours de droit maritime et des transports, et puis un cours qui vous initie avec certains problèmes de droit public, c'est-à-dire un cours de droit international de la mer et des activités maritimes. Alors, c'est un galop d'essai, en quelque sorte. Le tout sera vraiment approfondi au niveau du Master 2, qui se déroule, je vais vous donner globalement la façon dont se déroulent les 2 semestres. Encore une fois, Patrick, hein, tu m'interromps quand tu le souhaites. Donc, 2 semestres. Au semestre 1 qui s'établit de mi-septembre à fin décembre, vous avez 3 cours. Un cours de droit international de la mer, 40 heures, qui s'intéresse plus spécialement aux espaces maritimes, approche le droit international public de la mer, qui est assuré par Patrick Monnier et moi. Un cours de sécurité maritime, 40 heures, qui est assuré par un grand professionnel à l'heure actuelle à la retraite, Philippe Boisson, qui vient du bureau Veritas et renommé international, qui est accompagné par Olivier Lasmol, également un praticien, et puis un cours de droit maritime de 40 heures qui est partagé entre une universitaire, Bénédicte Dupont, que certains Lillois connaissent, et Maître Michalak, qui est avocat à Paris, spécialisé en droit maritime.
Donc ça, c'est septembre et décembre. Et là, nous avons un calendrier tout à fait différent de ce qui a été évoqué par le professeur Elsa Bernard précédemment. Le semestre 2 s'établit de janvier à avril, avec les cours suivants, un cours d'assurance maritime de 40 heures qui est assuré principalement par Maître Van Kovenberg et qui se trouve complété par certaines interventions d'un expert maritime. Alors qu'est-ce que c'est globalement un expert maritime? Admettez que pour échapper au confinement, ce week-end, vous alliez faire un tour en bateau comme à Boulogne. Malheureusement, votre bateau chavire, eh bien adressez-vous à Monsieur Xavier Carpentier, il pourra mesurer la hauteur de la vague qui a mis votre bateau en difficulté. Un cours de droit portuaire qui est assuré par le directeur juridique du port de Dunkerque, M. Sauvage, un cours de logistique et transport assuré par Mme Dupont, universitaire, extrêmement intéressant du point de vue du professionnel, là aussi des débouchés, parce que ce qui frappe quand vous avez une visite à faire dans un port, et on en fait chaque année, enfin les problèmes de Covid, on fait une visite chaque année au port d'Anvers, ce qui est vraiment flagrant, c'est la continuité des problèmes logistiques qui se posent, ne serait-ce que pour des problèmes financiers. Quand un bateau attend une cargaison, de blé par exemple, il est évident que le blé doit rester le minimum de temps dans des hangars pour pouvoir ensuite être exporté pour des raisons évidemment qui tiennent à des coûts. Un cours de droit maritime anglais qui est fait par un professionnel, Maître Inzel, avocat à Anvers, qui se déroule bien entendu en anglais, et un cours de pollution et océanologie qui est assuré par Olivier Lasmol, qui est fondamentalement un enseignant de l'école de commerce. Alors, du point de vue du déroulement du calendrier, ça se termine en avril, le 30 avril. Tous les cours sont terminés et avec les épreuves qui sont en relation avec ces cours. Mais c'est en quelque sorte un apéritif, dans la mesure où vous avez une épreuve à préparer tout au long de l'année, et là nous avons une philosophie, une approche peut-être quelque peu différente de celle qui existe en matière de justice pénale internationale et en ce qui concerne le droit de l'Union européenne. En ce qui nous concerne, on est extrêmement attaché à une épreuve unique, c'est le mémoire de recherche, qui est établi sur des canons universitaires et qui s'établit sur un an de préparation. C'est-à-dire qu'on vous donne certains conseils pour choisir un sujet dès septembre, dès les premiers cours, on fait de la méthodologie du mémoire de recherche, et vous présenterez ce mémoire environ centaine de pages dactylographiées au point de vue du corps de texte, hors annexe bibliographie, en septembre de l'année d'après. Alors pourquoi cette importance fondamentale qui est délivrée aux mémoires de recherche? Alors, je voudrais, tout du moins dans la matière qui est la nôtre, essayer de dissiper un certain nombre de malentendus. Parce qu'on a l'habitude d'opposer, d'une part, habituellement, les mémoires de stage et les mémoires de recherche, et de faire croire que les professionnels ne sont pas attachés à un mémoire de recherche universitaire. Dans le domaine qui est le nôtre, je peux vous dire, et dans notre équipe pédagogique, c'est absolument faux. Les professionnels sont extrêmement attachés à la confection, à la réalisation de ce mémoire de recherche. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils veulent des personnes qui soient formées de ce point de vue-là, à la rigueur universitaire, et ils ont constaté une chose très nette. Si vous avez un étudiant qui est capable de faire en un an un mémoire de recherche précis, écrit en français, avec des techniques de notes de bas de page, de la documentation, etc., qui a souffert un an sur cette réalisation,
eh bien, quand il emploiera cet étudiant et qu'il lui demandera comment un petit résumé de 3 pages pour faire telle intervention dans tel secteur, il sait que l'étudiant pourra faire ce travail très facilement. Et comment, au-delà des différentes formations, il y a quelque chose qui me paraît tout à fait évident, c'est que quel que soit le secteur dans lequel vous travaillerez, la personne sous la direction de laquelle vous êtes, elle n'a pas le temps. Et il faut avoir un profil intellectuel qui vous permette de réaliser concrètement des travaux de bonne facture qui feront gagner du temps à votre responsable. Donc nous sommes extrêmement attachés à la réalisation de ce mémoire de recherche qui par ailleurs est un instrument de valorisation par la suite. Alors, je vous le dis très franchement, si vous vous inscrivez en Master 2 droit de la mer et que vous avez pour ambition d'avoir au ras des pâquerettes, il vous servira à rien. Vous ne pouvez pas arriver à ce diplôme en un recruteur en matière d'assurance maritime en disant j'ai mon Master 2 droit de la mer, embauchez-moi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si par contre, vous avez fait un excellent mémoire de recherche, que vous puissiez valoriser en disant moi voilà ce que j'ai écrit. Si vous êtes fait apprécier au cours d'un stage, eh bien à ce moment-là le processus très habituel c'est le suivant. On prolonge le stage par un contrat à durée déterminée et ensuite vous avez un contrat à durée indéterminée. Et ce que je peux vous dire, et ce qui peut être confirmé très facilement, ne serait-ce par mon ami Patrick Meunier, c'est que nous avons des personnes qui sont issues du master droit de la mer depuis une vingtaine d'années, qui travaillent dans le monde entier. Mais encore faut-il avoir un bon niveau. Alors, ça m'amène à évoquer le problème du stage, parce que la durée du stage, elle est fixée simplement de façon minimale. 6 semaines, c'est pas beaucoup. Vous pouvez faire un stage de 3-4 mois jusqu'au 30 septembre si vous le souhaitez. Pourquoi une durée minimale de 6 semaines qui peut vous paraître réduite? Eh bien, tout simplement parce qu'on souhaite laisser du temps pour ceux qui le souhaitent à réaliser leur mémoire de recherche. Ceci étant, c'est pas une obligation. L'obligation, elle est simplement minimale, 6 semaines. Vous pouvez faire un stage de 5 mois si vous le voulez. Ça dépend des relations que vous avez entre le profil du stage et le style de mémoire de recherche que vous allez faire. Mais on attire l'attention sur le fait que le mémoire de recherche est très prenant et c'est pas obligatoirement, tout du moins dans notre prisme d'analyse, utile de faire dans un premier temps un mémoire de 5-6 mois. Telle est l'approche qui est la nôtre. Je terminerai là aussi en relation avec le recrutement, tout à fait d'accord avec ce qui a été exprimé par le professeur Poteau en ce qui concerne la maîtrise des langues étrangères. Je voudrais faire simplement une petite remarque complémentaire. Maîtrise des langues étrangères, oui, tout à fait d'accord. Il n'est pas non plus inutile de bien maîtriser le français. Et là, je voudrais donner simplement quelque chose qui est issu de l'observation tout à fait personnelle et qui concerne les recrutements en matière d'assurance maritime. À l'heure actuelle, et on ne le constatait pas, ça fait quelques années, vous avez des annonces de propositions de recrutement qui sont libellées de la façon suivante. Très bonne maîtrise de la langue française exigée. C'est très important. Et ça nous conforte dans l'idée que la technique du mémoire de recherche est parfaitement adaptée pour faciliter vos débouchés futurs. Voilà ce que j'avais à vous dire globalement, mais j'ai peut-être été trop bavard et je m'aperçois que Patrick Meunier n'a même pas eu la possibilité concrètement de m'interrompre. Alors peut-être que tu as quelque chose. Non, mais
Ce que je tiens à souligner, c'est qu'effectivement, donc tu pilotes la formation depuis très très longtemps et donc tu es vraiment un expert en la matière. Pour ma part, je serai très très bref pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. C'est surtout le fait que donc le droit de la mer, l'environnement marin, les activités maritimes, une composante majeure des activités économiques mondiales. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'en termes de support d'emploi, c'est quelque chose d'essentiel, d'autant plus que les thématiques sont très diversifiées. Par exemple, les problématiques environnementales, les problématiques liées aux assurances, comme tu l'as indiqué. Et donc, ce qui est le plus marquant, je pense, dans cette formation de master, c'est sa capacité, effectivement, à pouvoir permettre aux étudiants d'obtenir un emploi, des emplois de qualité, aussi bien d'envergure nationale que d'envergure internationale et européenne. Et donc, de ce point de vue, c'est vraiment, je dirais, un peu une pépite qu'il appartient, je pense, aux étudiants de saisir l'opportunité, d'autant plus que par ailleurs, pour ceux qui seraient attirés par la dimension scientifique, le droit des activités maritimes est tellement vaste que finalement, il y a du grain à moudre et les problématiques scientifiques qui pourraient être développées sont là encore extrêmement nombreuses. Donc, il y a aussi bien une vocation professionnelle qu'une vocation scientifique dans ce master, qui est loin d'être négligeable, et je pense que ça ne pourra que prendre de l'ampleur dans les années qui viennent au regard je dirais, des problématiques d'évolution aussi bien de l'environnement que de l'économie, puisque nous allons sans doute voir le monde d'après autrement que celui d'avant Covid. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas et bonne continuation à tous. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le master 2 de droit international pénal, justice pénale internationale. C'est un master que j'ai créé il y a 6 ans quand je suis arrivée à Lille. Et c'est un master qui a pour but, évidemment, de spécialiser les étudiants dans le domaine de la lutte contre l'impunité des crimes de masse, c'est-à-dire la poursuite des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et depuis peu, guerre d'agression. Alors d'abord, donc je suis en train là, de vous partager donc, sur l'écran l'équipe pédagogique de cette année pour mettre en évidence le mélange dans les enseignants entre les professionnels, les praticiens du droit international pénal et les enseignants-chercheurs. Donc, parmi les professionnels, cette année, nous avions Madame Aurélie Lemaître, qui travaille au pôle des crimes contre l'humanité, qui est rattachée au parquet national antiterroriste de Paris. Nous avions Gilbert Bitti, qui est Legal Senior Advisor à la Cour pénale internationale à La Haye et qui était en charge du cours de contentieux de la Cour pénale internationale. Alors Gilbert vient d'être nommé juge aux chambres spéciales des tribunaux kosovars. Donc, je ne sais pas si l'année prochaine, il sera en charge encore de ce cours, mais sinon, il sera remplacé par un collègue de la Cour pénale internationale. Nous avons depuis 6 ans Maître Cura, qui est avocat au barreau de Genève et qui enseigne le régime et la pratique des droits de la défense devant les juridictions pénales internationales, qui a été l'un des instigateurs de la création du barreau pénal international. Nous avons ensuite dans les praticiens Dov Jacobs, qui est avocat au barreau de la Cour pénale internationale et chargé d'enseignement à l'université de Leiden, aux Pays-Bas. Et nous avons enfin comme praticien Eric Steinmiller, qui était directeur du bureau du droit des conflits armés au ministère de la Défense, qui est surtout un colonel de l'armée de la marine, commissaire en chef exactement, et qui enseigne le droit humanitaire. Et nous avons enfin Caroline Tout-le-Monde, qui elle a un séminaire assez particulier, puisque tous mes collègues ont insisté auparavant sur l'insertion professionnelle, et c'est évidemment très important. Et Caroline Tout-le-Monde prodigue un séminaire sur les techniques de communication,
techniques de communication, d'entretien professionnel, de présentation des curriculums vitae et une communication verbale et non verbale, c'est-à-dire la manière évidemment de prendre la parole en public, de se présenter, de se situer dans l'espace, etc. Donc c'est assez intéressant et c'est sans doute ce qui manque souvent à l'université par rapport aux formations des grandes écoles qui, elles, en général, évidemment, donnent accès à ce genre de techniques de professionnalisation à leurs étudiants. Alors ensuite, dans les enseignants-chercheurs, nous avons des enseignants-chercheurs qui viennent de toute l'Europe. Nous avons d'abord comme enseignant-chercheur étranger Monsieur John Jackson, qui est professeur à l'université de Nottingham au Royaume-Uni et qui est spécialisé en droit pénal comparé, Criminal Comparative Law, qui donne donc son cours en anglais. Dov Jacobs aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, donne son cours de droit pénal appliqué en anglais. Nous avons ensuite comme professeur étranger Christophe Depré, qui est professeur à l'université de Liège, en Belgique, et qui lui est spécialisé en droit international pénal matériel, donc qui enseigne les crimes de droit international. Et ensuite, nous avons des professeurs français. Donc, nous avons ma collègue et amie Charlotte Bossillon, qui est en charge du cours de droit des crises et qui enseigne aussi dans le Master 2 de droit de l'Union européenne qui a été présenté par Elsa. Nous avons mon collègue et ami Julien Fernandez, qui dirige un Master 2 Justice pénale internationale à l'université Panthéon-Assas Paris 2 et qui est en charge du cours de Relations internationales et Justice pénale internationale. Nous avons Corinne Robassevski qui est arrivée à Lille l'an dernier et qui est une professeure de droit pénal et qui partage en réalité le cours de droit pénal comparé avec John Jackson et qui, elle, fait le volet en français. Et puis, nous avons évidemment mes enseignements. Donc, moi, j'ai 2 cours dans ce master, un cours de cadrage au premier semestre et un cours de procédure pénale internationale au second semestre. Alors, voilà, ceci étant fait, donc j'arrête le partage d'écran, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà, je pense que c'est comme ça. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai présenté les enseignements, si vous voulez plus de détails, bien évidemment, vous trouverez la plaquette en ligne. Vous trouverez aussi des informations sur le réseau professionnel LinkedIn, puisque j'ai des étudiants extrêmement actifs qui, depuis des années, ont créé un site, un groupe du Master 2 Justice pénale internationale sur ce réseau professionnel. Ils diffusent régulièrement des informations de l'actualité du droit international pénal et des informations aussi qui concernent le master. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder ce qui se publie sur ce site. Alors, comment se passe globalement le calendrier de ce master? Nous arrêtons en général les enseignements à la fin du mois de mars, de manière à permettre aux étudiants de partir en stage ou de faire des mémoires de recherche, puisqu'évidemment, nous avons les 2 options. Nous leur permettons pendant l'année de participer aux activités de la clinique juridique de Lille, qui a créé l'an dernier un pôle de droit international. Et dans ce pôle de droit international, plusieurs associations se sont mises en place. Donc, nous avons une association avec le blog de droit international pénal de l'Académie de Nuremberg à La Haye, de l'Académie de Nuremberg en Allemagne. Ce blog permet aux étudiants qui le souhaitent de proposer des billets d'humeur, des analyses d'actualité en droit international pénal. Et il est donc évidemment diffusé mondialement, puisque l'Académie de Nuremberg est une institution majeure, et c'est la première d'ailleurs des institutions dans la formation en droit international pénal. Nous permettons aussi aux étudiants de travailler sur ce qu'on appelle des contentieux stratégiques en droit international public et droit international pénal dans le cadre de cette clinique juridique, c'est-à-dire que des ONG, voire même des cabinets d'avocats, proposent aux étudiants de les aider
à monter un dossier contentieux qui sera présenté par la suite devant différentes juridictions, que ce soit des juridictions internationales ou des juridictions françaises, et notamment le pôle des crimes contre l'humanité dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes en train de créer, avec mon collègue Julien Fernandez, un concours aussi de droit international pénal qui aura lieu dès la rentrée prochaine à l'Académie de droit international à La Haye, en partenariat avec la Cour pénale internationale. Et donc, bien évidemment, ce concours sera ouvert de manière privilégiée aux étudiants de nos Master 2, de manière à pouvoir rencontrer des étudiants de droit international pénal du monde entier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les activités un petit peu parascolaires par rapport au master? Oui, alors, nous, quand nous le pouvons, cette année, nous avons dû annuler du fait évidemment de la pandémie, mais chaque année, nous organisons un voyage à La Haye, qui est un voyage groupé avec le Master 2 Justice pénale internationale d'Assas. Et nous allons passer 3 jours à La Haye. Nous assistons à des audiences de la Cour pénale internationale. Il y a en général une demi-journée qui nous est accordée par les praticiens de la Cour, qui exposent concrètement ce en quoi consiste leur activité. Donc, nous avons une demi-journée, si vous voulez, de séminaire. Et ensuite, le programme varie selon nos envies, à Julien Fernandez et moi-même. Donc, il y a 2 ans, nous avons été au Mécanisme international, qui est le successeur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Nous avons assisté à des audiences ainsi qu'à une présentation théorique par certains des fonctionnaires travaillant dans ce mécanisme. Donc, tout ceci se situe à La Haye, bien sûr. Nous avons déjà assisté à des conférences dans le cadre de Europol, puisque le master, je vais parler des débouchés professionnels, le master peut conduire les étudiants à s'engager dans la coopération policière et judiciaire en matière pénale au niveau européen. Nous avons aussi eu la chance, il y a 2 ans, d'assister à une conférence internationale dans le cadre de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, qui se situe elle aussi à La Haye. Et donc, nous avons évidemment pu comprendre les difficultés, notamment des enquêtes sur place que fait cette organisation, notamment que ce soit en Iran, en Syrie, etc. Alors, au sujet maintenant, finalement, du déroulement du calendrier et de la professionnalisation. Et je vois que j'ai des questions. Comment va se dérouler la sélection? C'est peut-être plutôt Aymeric qui va répondre à ces questions dans le chat. Alors, au sujet du calendrier, donc vous avez 2 choix quand vous faites le Master 2 Justice pénale internationale. Vous pouvez soit opter pour l'option stage, soit opter pour l'option mémoire de recherche. Alors, l'option mémoire de recherche, en général, conduit les étudiants à se diriger vers une carrière plus académique. Donc, ce sont des étudiants qui vont postuler pour l'obtention d'un contrat doctoral, ou ce sont des étudiants parfois, et j'ai quelques cas chaque année, qui en réalité veulent poursuivre leur réflexion théorique sur des thématiques et veulent continuer leur formation en demandant l'intégration dans un nouveau Master 2 à l'issue de ce Master 2 de justice pénale internationale, nouveau Master 2 en France ou à l'étranger. Donc, j'ai des étudiants qui sont partis comme ça à Londres, d'autres qui sont partis à Leiden, aux Pays-Bas, ou une qui était partie en Allemagne l'an dernier. Et j'ai des étudiants aussi qui demandent par la suite un 2e Master 2, par exemple à Paris 1 ou à Paris 2, puisqu'il y a des Master 2 spécialisés notamment en droit des organisations internationales qui complètent bien du coup la formation justice pénale internationale. Je ne vous le cache pas, la plupart des étudiants, je dirais 75%, privilégient l'option stage. Et il est vrai que les stages qu'on leur offre sont, je trouve, passionnants, puisque la moitié des étudiants du Master 2 Justice pénale internationale part en général en stage à la Cour pénale internationale, à La Haye. Ils sont intégrés soit au bureau du procureur, soit dans les sections judiciaires, donc dans les chambres,
soit j'ai 2 étudiants l'an dernier qui ont été intégrés pour l'un à l'unité d'aide des victimes et témoins et pour l'autre au fonds d'indemnisation qui sert à verser les réparations à l'issue des contentieux, réparations qui sont versées aux victimes. Donc, la moitié, je dirais, globalement, des étudiants partent à la Cour pénale internationale. L'autre moitié se divise entre plusieurs organismes. Donc, depuis 6 ans, globalement, si je devais établir un panorama, je dirais qu'un grand nombre d'étudiants ont obtenu des stages dans des cabinets d'avocats, en France, à Paris, essentiellement, puisqu'il faut quand même des cabinets spécialisés en droit international pénal, donc des cabinets d'avocats en France, à Paris ou à l'étranger, notamment à Londres. Un certain nombre d'étudiants ont aussi obtenu des stages au pôle des crimes contre l'humanité, qui donc, je le disais, est situé à Paris et rattaché au parquet national antiterroriste. D'autres étudiants ont obtenu des stages à Interpol, Europol, et dans ce cas, ils se sont plutôt spécialisés, comme je vous le dis, dans la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui est une discipline qu'on aborde, pas nécessairement directement dans le cadre d'un cours particulier, mais de manière assez diffuse dans tous les cours. Et enfin, j'ai quelques étudiants qui ont pu faire des stages dans des organisations non gouvernementales, comme la Fédération internationale des droits de l'homme, comme Amnesty International, Human Rights Watch, et une infime minorité, mais voilà, j'en ai toujours un par an, qui parvient à obtenir un stage dans des directions des affaires juridiques de ministères, essentiellement le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Voilà pour les stages. Globalement, sauf l'an dernier, parce qu'évidemment, la pandémie a un petit peu bouleversé les calendriers, mais globalement, il n'y a pas de souci de la part des étudiants du Master 2 JPI à obtenir des stages. Et il y a, comme je vous le disais en introduction de cette présentation, un réseau d'entraide très précieux, intergénérationnel, qui s'est mis en place dans le cadre donc, du groupe LinkedIn. Il y a aussi un groupe Facebook, évidemment, et les étudiants s'entraident. Et les étudiants qui sont déjà avocats ou qui ont déjà été recrutés à la Cour pénale internationale diffusent très volontairement les annonces de stage. Donc voilà, c'est un réseau qui fonctionne très bien sans moi, je dois le dire, donc j'en suis très heureuse. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, oui, peut-être les débouchés, bien sûr. Les débouchés. Alors, comme je vous le disais, certains des étudiants vont choisir de faire un deuxième Master 2 à l'issue de ce Master. En général, un Master 2 à l'étranger, aux États-Unis, en Amérique latine, en Angleterre, ou parfois à Paris. Mais la plupart vont passer des concours ou vont enchaîner des contrats à durée déterminée ou des stages dans des institutions internationales. Puisque c'est peut-être une des particularités de la fonction publique internationale, c'est assez évidemment difficile d'y accéder, mais en revanche, les organisations internationales sont très preneuses de stagiaires qui, au bout de leur stage, en général, se voient proposer un contrat à durée déterminée. Donc, un certain nombre des étudiants qui sont issus du Master Justice pénale internationale vont pouvoir, comme ça, à l'issue de leur stage à la Cour pénale internationale, rester à la Cour pendant 6 mois, 1 an. Et ensuite, en général, partir dans d'autres juridictions internationalisées, comme on les appelle. Donc, il y a, par exemple, les juridictions internationalisées au Kosovo. J'expliquais en début de présentation que Gilbert Bitti, qui enseignait dans le Master 2 Justice pénale internationale, vient d'être nommé juge aux chambres kosovares. Il y a une juridiction au Cambodge. J'ai 2 étudiants qui sont allés travailler dans les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, donc à côté de Phnom Penh. Il y a une juridiction spécialisée au Liban, qui est le tribunal spécial pour le Liban. Donc voilà, il y a un certain nombre de juridictions qui recrutent à durée déterminée, évidemment, des juristes pour aider
le bureau du procureur et les juges à monter tout simplement les dossiers et à mener à bien les affaires. J'ai certains étudiants qui ont préféré bifurquer vers des organisations internationales à vocation plus générale. Donc, certains sont allés travailler à Genève, au siège des Nations Unies. J'ai une étudiante qui a obtenu un contrat à l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques. J'ai quelques étudiants qui sont parvenus à obtenir, et ça c'est beaucoup plus rare, donc ça montre qu'ils ont été très appréciés, ils ont réussi à se faire embaucher dans des organisations non gouvernementales. C'est beaucoup plus rare parce qu'évidemment c'est une question de financement des ONG ici qui est en jeu. Et j'ai un grand nombre d'étudiants qui ont passé des concours. Donc évidemment le concours privilégié c'est l'avocature. Je dirais que sur les 4 premières générations d'étudiants, il y a la moitié d'entre eux qui sont devenus avocats. Certains ont eu la chance de se spécialiser en droit international pénal, puisque les cabinets de droit international pénal sont en train de s'accroître. D'autres ont pris des options plus générales, soit en droit public, soit en droit pénal, puisque c'est la spécificité de ce Master 2, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, que d'être à cheval, évidemment, entre le droit privé et le droit public. Aymeric Poteau soulignait en introduction du Master 1 que c'est une formation mixte qu'on vous propose, et je trouve que le Master 2, Justice pénale internationale, est vraiment emblématique de ce point de vue-là, puisqu'il permet à des privatistes pénalistes et à des publicistes internationalistes de se retrouver. Et globalement, je dirais que statistiquement, c'est moitié-moitié. Dans chaque promotion, la moitié des étudiants viennent de droit pénal et l'autre moitié viennent de droit international. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Master 2 est ouvert aux étudiants qui viennent du Master 1 droit international et droit européen et aux étudiants qui viennent du Master dirigé par Julie Alix, droit pénal. Je réserve aussi, je précise parce que ça m'est beaucoup demandé, notamment par les étudiants qui sont déjà en Master 1, je précise que je me suis réservé le droit d'accepter des étudiants qui ne viennent pas de Lille, et notamment des étudiants étrangers. Et chaque année, j'ai entre 3 et 5 étudiants qui viennent d'Amérique latine ou de pays africains pour se spécialiser à des fins très précises. Je vous donne un exemple. Il y a 3 ans, j'ai 3 étudiants de République centrafricaine qui sont venus parfaire leur formation, qui étaient déjà avocats en République centrafricaine. Ils sont venus parfaire leur formation pour pouvoir travailler aux chambres spéciales centrafricaines qui ont été créées en 2015 par le gouvernement de Centrafrique. Voilà ce que je peux vous dire. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors, est-ce que j'ai des questions qui ont été posées? Des étudiants sont-ils déjà partis en LLM aux États-Unis avec le Master 2 Justice pénale? Louis, je peux vous répondre, oui, j'en ai 2. Alors après, comme vous le savez tous, évidemment, c'est une question de sélection, et ça, je ne sais pas si Aymeric compte en parler, mais en Master 2, nous avons des quotas, évidemment. Le Master 2 est une formation exigeante pour les directeurs, qui, en gros, vous porte quand même toute l'année et vous encadre et vous propose des stages, des activités extérieures au master. Et donc, on ne peut pas accepter un nombre extrêmement important. Donc, pour le Master 2 JPI, la cale est fixée à 25, mais cette année, j'ai dit que j'allais peut-être augmenter légèrement ma cale, mais bon, je ne pourrais pas prendre de toute façon plus de 28 étudiants. Et du coup, pour les masters et les LLM aux États-Unis, c'est la même chose, c'est sur dossier. D'où l'importance évidemment de pratiquer la langue anglaise, et c'est la raison pour laquelle dès le Master 1, comme le disait Aymeric, on vous propose des enseignements en anglais, et dans le Master 2 Justice pénale internationale, vous avez aussi 2 enseignements qui se déroulent en langue anglaise. Donc je reste à votre disposition pour les questions